Allez, donc je vais vous parler assez rapidement donc, un petit peu de ce qui est fait ici pour essayer ou tenter, parce que c'est prétentieux que de dire d'y arriver, d'améliorer l'hygiène des mains dans les hôpitaux. Alors très rapidement, les méthodes d'observation, enfin les méthodes que l'on avait pour surveiller ou pour voir la compliance à l'hygiène des mains jusqu'à présent étaient des études observationnelles. Très grossièrement, vous avez en général quelqu'un d'une équipe d'hygiène ou une infirmière qui vient se planter dans une chambre et qui regarde si effectivement les soignants se désinfectent bien les mains sur un certain nombre d'actions, en particulier sur une action de soins, sur une action de poser une action d'examen de médecin, d'un malade, etc. Même parfois, ça peut être même des autoquestionnaires qui sont distribués, c'est-à-dire qu'on distribue des autoquestionnaires, on leur dit si on se lave bien les mains, on se désinfecte bien les mains. Bien entendu, il y a là, cette technique-là, il y a un biais qui est un biais finalement lié à la surveillance à la personne qui est étrangère, d'accord, et qui est relativement important. On verra tout à l'heure comment on a pu estimer cette importance de ce biais. Ce biais s'appelle l'effet Hawthorne. Toutefois, cette méthode-là a quand même un intérêt, c'est que c'est la seule méthode pour l'instant avec la vidéo, c'est-à-dire l'observation, qui permet réellement de savoir quand est-ce qu'on a réellement besoin d'une hygiène des mains. On a besoin d'une hygiène des mains essentiellement quand on fait des gestes, on va dire, agressifs, les poses de perfusion, les poses de cathéter, etc. On n'a pas forcément besoin, en tout cas on ne transmet pas forcément en dehors de ces moments-là. Donc il faut quand même garder à l'esprit que l'observation reste quand même quelque chose qui peut être intéressant, mais c'est une méthode qui n'est pas pratique pour pouvoir évaluer la surveillance de la désinfection des mains. Donc, c'est ce qui a été récemment redit. En fait, les opportunités d'hygiène des mains sont pas très variables, varient en fonction du type de malade que l'on rencontre. Bien entendu, en réa, c'est différent que dans des délits de médecine. Mais vous voyez qu'en gros, on estime à peu près entre 150 et 200 opportunités de lavage des mains par jour patient en réanimation et à peu près 70 opportunités de lavage des mains en soins adultes en médecine. Je rappelle qu'actuellement, on est passé à 10 opportunités de lavage des mains pour l'alcool, on va y revenir. Donc en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées là-dessus et on va mettre une moyenne effectivement à ces opportunités, à peu près donc, de 40 pour les lits, entre 40 et 70 pour les lits patients médicaux et un peu plus 120 pour les lits de réanimation. Bien, donc la solution qui a été trouvée assez rapidement, et vous la connaissez depuis plusieurs années, c'est la consommation d'alcool. Donc cette consommation d'alcool pose des problèmes, d'abord parce que pour l'instant, avec les XSHA 1, 2 et puis maintenant le 3, on calcule des volumes d'alcool qui ont été un peu améliorés parce qu'au départ c'était les volumes d'alcool vendus aux hôpitaux, puis ça a été les volumes d'alcool a priori achetés, consommés dans les hôpitaux, et maintenant l'XSHA 3 voudrait avoir un volume d'alcool par unité fonctionnelle, ce qui est encore un peu plus compliqué, mais qui est difficile de réaliser en fait. L'avantage de l'alcool, c'est que c'est une référence qui peut être assez facilement mise partout, et en Europe, en fait, on a une référence sur les volumes d'alcool, donc c'est quelque chose qui est assez diffusable. Mais il n'y a pas la corrélation entre les volumes d'alcool et l'observation, méthode d'observation, il n'y a pas de bonne corrélation. Il y a ce biais, effectivement, qui est l'alcool commandé et l'alcool utilisé. Puis, dans un certain nombre de dispositifs d'alcool, il y a la mauvaise utilisation de l'alcool. Le gel alcoolique, c'est très bien pour allumer le feu, le barbecue, donc bien entendu, c'est utilisé aussi pour ça. Voilà. Et puis, il y a un certain nombre de technologies qui sont arrivées sur le marché, technologies qui ont maintenant 5 ou 6 ans par là, qui ont été mises sur le marché, beaucoup le marché américain, et puis un petit peu, je vais vous parler de ce qu'on a développé ici. Ces technologies, il y a deux grands types de technologies. Il y a des technologies qui localisent l'individu et qui l'identifient, et puis il y a des technologies qui ne localisent pas l'individu et qui ne l'identifient pas. Donc ça, c'est les premières technologies. En fait, le principe est relativement simple. Ce sont des distributeurs qui vont être électronisés, et quand on va se servir l'alcool, ça va calculer le nombre de fois où on se désinfecte les mains et la quantité d'alcool utilisée. Ça, c'est quelque chose qui est très simple, qui est robuste, qui n'est pas cher, que l'on peut effectivement distribuer assez facilement. Ça permet, par rapport à l'XSHA actuel, l'XSHA c'est une fois annuellement, donc ça permet d'être beaucoup plus réactif. C'est-à-dire qu'on peut suivre en temps réel les consommations d'alcool et s'apercevoir que dans tel et tel service, il y a une diminution de la consommation.
et donc intervenir avec les équipes du CLIN sur ce qui peut se passer. Donc c'est intéressant par cette surveillance qui est en temps réel, et c'est aussi intéressant parce que ça identifie les patients et donc les pièces de soins. Et donc là, on est sur de la distribution d'alcool au point de soin, on n'est pas du tout sur la distribution d'alcool effectivement aux unités fonctionnelles. Donc on est très précis là-dessus. Bon, l'inconvénient de ces méthodes, qui peut être un avantage, c'est qu'il n'y a pas d'identification du patient, du soignant dans ces méthodes-là. Ces méthodes sont très simples, donc vous avez des distributeurs un peu n'importe quelle marque qui sont électronisés, les données finalement de consommation d'alcool et les données effectivement de nombre de fois où on se lave les mains sont lancées dans une base de données, transmises par un cloud et resservies tout simplement sur un appareil, enfin un téléphone, un smartphone, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est instantané, donc ça se déroule le long de la journée. Donc vous obtenez un ICHA global pour les services, il y a plusieurs chambres, un ICHA par chambre et par jour. Et après, il y a des systèmes qui entraînent la localisation de la personne et l'identification de la personne. Ce sont des systèmes un peu plus complexes, un peu moins solides et moins robustes parce que ce sont des systèmes justement parce qu'ils sont complexes. Mais l'avantage de ça, c'est que ça identifie la personne. Et pourquoi c'est un avantage ? Eh bien parce que vous verrez que l'hygiène des mains, en fait, c'est quelque chose qui est très 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 individuel et finalement prendre un groupe pour une moyenne, c'est pas un bon système parce qu'en pratique, il vaut mieux courir après ceux qui ne le font pas plutôt que de courir après ceux qui le font. Donc ce sont des systèmes donc un peu plus complexes. Il y a deux grands types de systèmes qui existent. Un système qui marche, donc c'est des systèmes qui marchent par RFID la plupart du temps, soit RFID, donc radiofréquence active, c'est-à-dire que les badges et les receveurs sont actifs par l'intermédiaire d'énergie, c'est-à-dire qu'ils portent des piles. L'inconvénient de ça, c'est surtout les piles. Et puis, on verra, ça pose des problèmes. Il faut vraiment être face à face pour que le signal passe. Donc ça, c'est des systèmes qui sont plutôt distribués aux États-Unis. Voilà ce que l'on voit, c'est qu'en fait, quand les gens ne sont pas réellement en face, le signal ne passe pas bien et donc on peut avoir on manque un certain nombre d'événements. Et puis le système qu'on a développé à l'IHU, qui est un système lui aussi RFID, mais qui est dit passif, c'est-à-dire que seule l'antenne qui est dans la chambre est donc alimentée en puissance. Les autres sont des tags, donc des microchips, des puces que l'on installe dans les sabots et qui sont, en fait, c'est l'antenne qui émet le signal et c'est les tags qui récupèrent ce signal et qui transmettent le signal, pareil que pour les autres, sur un cloud, sur un serveur d'abord, puis sur un cloud. Et donc on récupère ces informations à partir sur Internet. Donc le système est simple, vous le voyez au troisième, au second et au premier, ils vont être branchés. C'est un système assez simple, une antenne, un boîtier qui est connecté à l'antenne qui permet de fournir l'électricité, de récupérer les informations. Et tout ça c'est transmis par radiofréquence au distributeur qui est au-dessus et au sabot. Tout ça c'est donc remonté sur le cloud et c'est redescendu. En fait, en instantané, ça c'est donc un hôpital qui est installé au Liban. Et vous voyez qu'on peut avoir les données de partout où c'est installé en fait en temps réel par le cloud. On a les données de consommation, donc les consommations d'alcool, mais aussi les données de compliance, c'est-à-dire le nombre de fois où les gens se sont lavés les mains à chaque entrée et chaque sortie de la chambre. On peut avoir des données un peu plus, ça c'est chez nous ça. On peut avoir des données beaucoup plus précises puisqu'en fait on identifie les personnes. Donc on a Pauline, Ludivine, Jennifer, Marine, soit en consommation d'alcool, soit en compliance. Et donc on voit que très rapidement, Saba c'est bien, Roxane c'est bien, Sophie aussi. Donc on a des indications beaucoup plus précises et on peut aller même plus loin puisqu'on a par chambre les indications. Donc on a le trajet des soignants. C'est-à-dire que si on regarde ce soignant-là, c'est un soignant. Il est passé à la 317, il a bien lavé son good in, c'est l'entrée, hein. Bonne entrée, donc il s'est désinfecté les mains à l'entrée, puis il est passé à la 315, il s'est désinfecté les mains à l'entrée, vraisemblablement il s'est redésinfecté les mains à l'entrée, puis il est passé à la 314 et ainsi de suite. Et donc dans le temps, on peut identifier les parcours des soignants et le fait qu'ils se désinfectent ou pas les mains dans les chambres. Alors qu'est-ce que ça apporte ces systèmes ? Alors la première chose que ça apporte, c'est que quand on place des systèmes automatisés et qu'on fait en même temps de l'observation, on peut bien voir la différence. Eh bien l'observation, en gros, ça fait 2 fois plus que le système automatisé. Donc, ça veut dire qu'on gonfle les chiffres. En fait, l'effet Hawthorne est de 2 fois plus, de 100%. Donc ça veut dire que quand on vous dit dans les enquêtes que la compliance moyenne en France c'est 80%, vous divisez par 2, c'est 40%. Alors, il vous tombez à peu près juste sur les relevés, on va dire automatisés. Donc ça c'est quelque chose d'important.
La deuxième chose qui est importante, c'est que c'est très très bien corrélé par contre avec l'observation. Donc a priori, les données sont des données qui sont des données justes. Qu'est-ce que ça peut donner? À partir du moment où vous avez quelque chose qui est installé, vous avez un suivi longitudinal sur des années, et donc vous pouvez avoir effectivement des courbes de compliance sur 3 ans. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait eu à l'hôpital Nord, vous voyez, donc les docteurs, 70% en moyenne, les infirmières, 38%, les aides-soignantes, 16%, et les femmes de ménage, donc les ASH, 20%. Et la courbe, elle monte un petit peu dans les 4 cas, parce qu'on avait fait une expérimentation avec des SMS au milieu. En fait, qu'est-ce que ça peut, on va dire, amener aussi? On peut amener une amélioration, mais cette amélioration de l'hygiène des mains est relativement modeste. On va le voir, entre 6 et 10% en fonction des études, en rendant en fait les informations de compliance. Et ça, c'était pour dire que effectivement, c'est extrêmement individuel l'hygiène des mains. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne se désinfectent jamais les mains, et des gens qui se désinfectent toujours les mains, et puis une espèce de moyenne qu'on peut arriver à faire bouger en fonction des interventions que l'on met en place. Qu'est-ce que ça peut aussi montrer? On est en train de travailler sur les comportements avec l'équipe de Saint-Charles, là, et on est en train d'essayer de voir si il y a des relations entre la compliance, donc vraie, ou la compliance qui est déclarée, et un certain nombre d'attitudes et de perceptions de risque, notamment les perceptions de risque contact, les perceptions de risque de l'hygiène et les perceptions de risque en général, quoi. Voilà, est-ce que ces monitorings augmentent la désinfection des mains? Je vous l'ai dit, pas s'il n'y a pas de feedback ou s'il n'y a pas des actions spécifiques, pas tant que ça finalement. Le fait de surveiller n'augmente pas forcément de façon ça augmente, mais pas de façon très importante l'hygiène des mains. Donc comment on peut faire? Eh bien, il faut arriver à mettre en place des interventions, c'est-à-dire du feedback, stimuler les gens pour améliorer la compliance. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec des SMS. Et ça marche, avec des SMS ça marche, mais on voit qu'un certain nombre de gens, quoi qu'on fasse, ne bougent pas leur compliance. D'accord? Ce groupe-là, en fait, qui sont des, entre guillemets, mauvais laveurs, finalement, même si on leur envoie des SMS, ils ne bougent pas leur compliance, alors que certains, effectivement, augmentent franchement la compliance. Donc, encore une fois, même le feedback est très, très individuel. Ça, c'est des expériences qui ont été faites beaucoup plus récemment, avec les systèmes non identifiants. Quand on place effectivement un certain nombre de stimulants, ça s'appelle du nudge, on arrive à augmenter la compliance. De la même façon là-dessus. Mais finalement, ce qui vraiment augmente la compliance, finalement, c'est les alarmes. Ça, c'est les débuts, enfin, c'est préliminaire pour l'instant. C'est le travail que l'on fait actuellement avec les alarmes au 3e étage. La courbe en rouge, une seule de nos chambres est en alarme, donc c'est la 306. Et vous voyez que à gauche, c'est la moyenne de compliance, à droite, c'est la consommation, c'est la compliance corrigée. Qu'est-ce que c'est que la compliance corrigée? C'est chaque fois que les gens se lavent les mains, mais aussi chaque fois qu'ils vont se laver les mains après l'alarme, c'est-à-dire chaque fois qu'ils corrigent leurs gestes. D'accord? Et on voit que l'alarme a monté considérablement la compliance corrigée, c'est-à-dire qu'en fait, quand ça sonne, les gens viennent finalement éteindre l'alarme et donc se laver les mains. Donc ça, c'est assez préliminaire pour l'instant, ça c'est donc sur les 3 premiers mois de 2019, donc c'est les choses que l'on peut faire. Voilà. Est-ce que ça réduit les infections nosocomiales? Parce que finalement, à la fin, c'est la bonne question. Alors, ça réduit les infections nosocomiales. Il y a actuellement un seul papier dans la littérature qui est un papier très ciblé en réanimation, avec cette espèce de compteur qui montre qu'on réduit effectivement les infections les infections respiratoires. C'est pas très très convaincant. Honnêtement, actuellement, il n'y a pas de preuve dans la littérature comme quoi, effectivement, l'augmentation de l'hygiène des mains, l'augmentation de l'hygiène des mains, oui, mais ces appareils-là réduisent les infections nosocomiales. En fait, le problème le plus important, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de points équipés pour pouvoir monter simplement une étude qui soit relativement valable, quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse à ça. Voilà, comment c'est perçu? On va dire, il y a deux choses. C'est s'il y a un bon accompagnement, si effectivement, dès le départ, il y a un bon accompagnement, c'est assez bien perçu. Mais il faut faire très attention à l'accompagnement du personnel, il faut bien les faire participer, il faut effectivement leur expliquer à quoi ça sert, de façon à ce qu'ils s'intègrent dans ces études, dans ces systèmes-là. Sinon, ça grince parfois des dents. On a eu, nous aussi, effectivement, c'était plutôt joke, mais enfin, quelques petites affiches avec quelques dessins sur les affiches qui étaient
assez humoristique, mais assez grinçante aussi, qui montrait qu'on ferait mieux de s'occuper effectivement de remplacer les infirmières qui manquent plutôt que de s'occuper à se laver les mains. Bon, c'est la réalité du terrain par rapport à la réalité entre guillemets scientifique. Voilà. Donc ce qui reste à faire, ben, on a besoin d'études multicentriques un peu larges pour pouvoir montrer qu'on est actif sur les infections nosocomiales. Et la deuxième question qui est probablement bien meilleure, c'est qu'il faut essayer de développer de la technologie pour mieux cibler finalement les actions importantes, c'est-à-dire mieux cibler les gestes à risque de façon à accentuer la prévention sur les gestes à risque, notamment la pose de perfusion, les cathétérismes, etc., plutôt que faire de la prévention générale. Ça, on est en train de le travailler en mélangeant deux outils. L'outil de surveillance de l'hygiène des mains avec ce qu'on appelle le PSR, qui est l'outil finalement avec lequel les soignants tracent les soins, pour essayer de définir quand est-ce que les infirmières se désinfectent les mains au cours de la pose d'une perfusion, de l'ablation d'une perfusion, d'une sonde urinaire, etc. Et les premiers résultats sont que c'est relativement mauvais. C'est qu'en pratique, il n'y a que 50% des gens qui se désinfectent les mains, au moins sur ce que nous on voit, au cours des gestes à risque. D'accord ? On pense que probablement la cause est l'utilisation des gants, parce qu'elles utilisent beaucoup trop les gants, et qu'une fois qu'elles ont les gants, elles ne désinfectent plus leurs mains. Et donc ça, c'est probablement le levier sur lequel on va travailler maintenant.